Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire réhabilitation d'un ancien presbytère matériaux biosourcés et réemploi. Webinaire conçu et animé par Louise Thiard, laquelle est architecte, ingénieure, spécialisée aussi en économie circulaire et pilote au sein d'Extra Life, BET AMO Réemploi. Et plus spécifiquement, Louise, mais tu nous en diras davantage, au sein d'Inex BET Fluide Environnement. Donc avant de laisser la parole à Louise Thiard, laquelle se présentera à nouveau davantage, deux informations, l'une à propos d'ILO et la seconde concernant nos modes de communication. Alors vous le savez certainement, ILO Formation a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes Occitanie en 2012 et notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont, soit par des membres du CROA, soit par des adhérents. Vous savez bien sûr que nous proposons des webconférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation complémentaire. À ce sujet, les attestations de formation complémentaires, vous êtes censé en principe les recevoir demain depuis la plateforme Zoom. Si jamais ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à vous tourner vers nos services pour que nous formalisions à l'écrit cette attestation de formation complémentaire. Autre aspect, nous pouvons co-concevoir à vos côtés au sein de vos agences des actions et ou des dispositifs de formation adaptés à vos besoins. Je rajoute que nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, réseau créé par l'Ordre national et les ordres en région. Notre conseil d'administration est composé d'architectes. J'ai terminé de la présentation d'ILO, nos modes de communication désormais. Bien, vous l'avez repéré, effectivement, vos micros, caméras sont coupés. En revanche, vous aurez l'occasion de poser vos questions à Louise Thiard tout du long de son intervention dans ce fameux onglet QR que vous avez donc utilisé à l'instant. En revanche, Louise Thiard y répondra au terme de son intervention. Je tiens aussi à préciser que Louise et moi-même, nous avons été mis en contact par l'intermédiaire de Jérôme Barrault, lequel est effectivement spécialiste réemploi, fédérateur autour du réemploi et donc concentre activités, actions, webconférences, articles à propos du réemploi. Et donc, je le remercie chaleureusement. Et Louise, je crois que toi de même aussi. Oui, merci Gaëlle et merci Jérôme qui peut pas être là avec nous, je crois, ce soir. Mais est-ce qu'on a bien un enregistrement de tout ça pour tous des personnes qui Oui. étaient très bien. Tout à fait, tout à fait. Il y Si vous aura un pouvez. enregistrement, effectivement. Tout à fait. L'enregistrement, le replay sera disponible. Louise, moi j'ai terminé de ma présentation. Si tu es prête, bien sûr, je te laisse la parole. En tout cas, dès que tu es prête, la parole est à toi. Ok, merci. Eh bien, c'est parti. Je vais vous présenter mon projet de réhabilitation d'un ancien presbytère qui se trouve dans l'Oise, euh, là d'où je viens. Donc l'objectif premier, c'était, en fait, à la fin de mes études, c'était un peu d'appliquer tout ce que j'avais appris les réhabilitations frugales et respectueuses du bâti ancien. L'isolation biosourcée, le réemploi des matériaux, c'est un peu imposé à moi pour faire cette réhabilitation. Euh, je suis donc architecte ingénieur. J'ai passé 7 ans entre l'ESA et le STP pour obtenir un double diplôme. Et c'est à l'issue de ces 7 ans que j'ai commencé en novembre 2024 le projet du presbytère jusqu'à novembre 2025. Donc sur un an, j'étais dans l'Oise, près de Senlis, à 1 heure de Paris. Euh, et c'était une expérience très enrichissante puisque j'ai pu vraiment pratiquer tout ce que j'avais appris à l'école en quelque sorte. Dans le programme de cette séance, on va dire que d'abord je vais vous présenter l'existant,
Ensuite, on va parler des choix constructifs que j'ai faits, en particulier des matériaux biosourcés et du réemploi. Je vais ensuite vous faire un point sur le budget des travaux et des fournitures et finalement quelques axes d'amélioration. Et ça pourrait donner lieu à une discussion avec vous qui me regardez, pour avoir des retours d'expérience aussi de votre part. Donc on se situe à 60 km à peu près de Paris, dans un tissu agricole, un village de moins de 900 habitants, avec voilà, des grosses exploitations d'agriculture intensive, du patrimoine ancien, très régional, une église classée monument historique au centre du village et qui date le clocher est roman, il est classé, il est protégé et il date du XIe siècle. Donc on se situe vraiment dans un périmètre assez contraint, protégé. Je vais vous faire montrer une petite vidéo de l'avant, sans le son, parce que ma voix. Est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que ça marche. Donc on est au 6 place de l'église. Voilà donc le presbytère, qui est une petite maison sur 3 niveaux, au milieu d'une parcelle, à proximité de cette église romane et gothique, qui est hybride. Donc le presbytère date du début du 19e siècle. Il est tout en pierre meulière, recouvert d'un enduit plâtre. Je fais un petit tour du jardin. En fait, le jardin du presbytère fait tout le tour de l'église, ce qui est une situation assez, assez intéressante. L'orientation, ici on est sur la façade est, donc le soleil se lève sur cette façade. Ensuite on passe au sud. Vous voyez qu'on est assez clos de murs, toute la parcelle est plutôt isolée du regard des voisins et des passants sur la rue. Il y a un accès sur la place de l'église et un autre accès qui se fait au bout d'une impasse là-bas. Et vous voyez qu'il y a une petite dépendance aussi qui sert d'annexe et qui sera transformée en buanderie, atelier et garage. Alors, on va peut-être pas se la remettre. Voilà. Ici, on passe à l'intérieur du presbytère. Donc, on se situe maintenant dans le vestibule, qui est l'ancienne entrée, en fait, la circulation du rez-de-chaussée. Ici, on est dans la cuisine, qui est une petite cuisine. Voilà, l'état existant du presbytère, tel que je l'ai trouvé. Il était occupé par le curé de la paroisse, qui allait dans l'église à côté. Et ensuite, à sa mort, il était euh, un peu à l'abandon. Enfin, il n'était plus occupé pendant presque 5 ans. Donc, il a eu le temps de prendre un peu l'humidité. Et quand on se trouve dans ces pièces-là, il y a de l'eau qui perle sur le sol. Enfin, il y a des problèmes d'isolation et euh, d'humidité. On monte après au premier étage, une première chambre ici, un accès pour les combles, la seconde chambre, elles sont de la plus petite à la plus grande, deuxième chambre, et la troisième chambre où, où résidait le curé, et sa salle de bain. Là, je sais pas si vous vous orientez, on est vers l'est, cette salle de bain. On monte dans les combles qui ne sont pas isolés, qui n'étaient pas chauffés, qui n'étaient pas habitables. Donc voilà l'état dans lequel ils sont restés. Il y avait pas mal de pigeons, vivants et morts. Et, euh, et en fait, le but, c'était de... En fait, c'est un projet familial, vu qu'on j'ai ma famille qui est aussi dans ce village, et le but, c'était de faire une réhabilitation totale de ce presbytère, de cette maison, pour la louer, tout simplement. Donc, pour commencer, voilà un peu ma méthode de travail. Ça fait partie de mes dessins que j'ai fait pour la déclaration préalable des travaux.
J'ai envoyé ça à la mairie. Les points, les numéros, en fait, ce sera les travaux qui vont être faits. Donc au début, c'est quelques intentions, un état des lieux, un diagnostic assez poussé de l'existant pour faire part de ce qu'on compte faire dans ces travaux. Vous voyez que c'est une maison vraiment, c'est un cube au milieu d'une parcelle avec 3 étages, des petites pièces. Ça, c'est déjà les plans de prévision, enfin des plans du projet. Mais voilà, on se retrouve dans une enveloppe très épurée, on va dire, presque très simple, très rustique. Et c'est un presbytère rural sans fioriture. Il y a quelques détails intéressants et matériaux anciens que j'ai répertoriés ici, type des cheminées dans chaque pièce. Il y a une belle porte en bois à l'entrée, des menuiseries en bois, de la brique, de la pierre, du plâtre, euh, des choses à récupérer. Donc j'ai fait part de toutes ces orientations dans une notice descriptive au moment de la déclaration préalable auprès de la mairie. Une liste des travaux aussi avec la légende sur mes élévations et sur mes plans. Et donc tout ça, ça a été passé c'est passé par l'architecte des bâtiments de France de la région pour validation, puisque j'avais des contraintes en termes de façade, couleur des volets, mais elle se voit, enfin le bâtiment se voit pas de la rue, mais il y avait quand même quelques contraintes. Je vais regarder ici. Donc mes intentions de projet, c'était bien sûr préserver le patrimoine, conserver l'existant et limiter les démolitions, faire des dépôts soignés en vue du réemploi, faire du tri et du stockage sur le chantier, rénover thermiquement et remettre aux normes ce bâti ancien, électrique, sanitaire, plomberie, et faire une intervention simple et avec des techniques pas trop poussées, plutôt low-tech et réparables. Donc ça c'est un peu la démarche que j'ai voulu appliquer sur chaque décision. Voilà la façade principale avant les travaux. Des tuiles de couverture étaient récemment restaurées, donc ça c'était une vraie économie. Les enduits plâtres étaient plutôt craquelés, donc il y avait pas mal d'infiltration au niveau des façades. Et les fenêtres en bois sont en simple vitrage et sont totalement euh, endommagées, enfin sont plus étanches. Et j'avais oublié, les armatures des linteaux béton sont rouillées. Voilà le diagnostic de l'existant. La façade principale après travaux. Euh, les matériaux que j'ai utilisés sur cette photo, je vais vous en parler. Ce sera les moulures et les joints qui ont été faits à la chaux, avec une technique ancienne. J'ai voulu conserver ces corniches et ces contours de fenêtres pour, pour éloigner le ruissellement des eaux de pluie en façade, mais aussi pour la proportion du bâtiment et préserver le patrimoine. Les menuiseries sont en double vitrage, elles sont neuves. La porte d'entrée a été trouvée sur le bon coin, elle est aussi en double vitrage. Donc maintenant, on va rentrer pièce par pièce dans le presbytère et voir un avant-après en commentant tous mes choix en termes de matériaux et de techniques. Donc on se trouve maintenant dans le vestibule. On est avant les travaux. Vous voyez que le sol a été décaissé parce qu'il faut refaire toute l'isolation. Si on se retourne à droite, on a ce bel escalier en bois. Donc l'imposte, la porte du fond, la porte qui donne vers le jardin, a été revendue sur le bon coin. Oui, donc le réemploi pour ce projet, c'était sur le bon coin, ou alors avec des voisins. Mais j'étais pas encore très au courant de ce qui se fait sur les plateformes professionnelles. J'ai fait ça un peu d'une manière un peu plus artisanale et un peu plus, on va dire, à l'échelle d'un particulier. Donc ça, c'est un axe d'amélioration qu'on pourra voir après. Les murs sont recouverts de plusieurs couches de peinture. Donc la pierre ne respire pas. Les tomates rouges qu'on a déposées ici, elles seront reposées dans la buanderie. Et la porte d'entrée, elle aussi, est revendue sur le bon coin. Voilà le vestibule après les travaux. Et quand on se retourne,
voilà, le vestibule pendant les travaux avec la nouvelle porte d'entrée. Donc on a cette porte-fenêtre double vitrage qui a été trouvée sur le Bon Coin. C'est une porte neuve, c'est une erreur de commande en fait, qui allait parfaitement dans les dimensions, dans le style. On a fait une ouverture avec un linteau en pierre de taille pour accéder au salon un peu plus facilement. Ces pierres, c'est des pierres de Bourgogne avec des cabochons en ardoise qui ont été trouvés sur le Bon Coin ultérieurement. Les murs de refend ont été poncés pour dévoiler la pierre de taille et laisser respirer les murs. Ensuite, on passe à la cuisine. La cuisine avant travaux, elle est dans cet état-là. Il y a du papier peint. Il y a eu, voilà, il y a plusieurs couches de rénovation qu'on peut voir avec différentes couches de papier peint. Ce qui était assez intéressant pendant les travaux, c'est de pouvoir remonter le cours de l'histoire des rénovations successives dans ce presbytère. L'installation électrique n'est plus aux normes. Au sol, on a du lino, du carrelage, du polystyrène et une chape en béton. Le tout bien collé, bien mélangé, pas très recyclable. Et donc qui laisse pas, enfin qui était responsable des désordres en humidité. Et ça, je l'ai déjà dit. Donc il y avait plusieurs désordres, des remontées d'humidité et euh, dans le pied des murs en l'occurrence, mais on le voit sur une autre photo. Ça, c'est la cuisine après les travaux. Elle est, d'ailleurs, le presbytère est loué maintenant. Donc ça, c'est des photos pendant qu'il est habité. Euh, voilà, donc j'ai rééquipé totalement. On a cassé une cloison pour faire une cuisine salle à manger. Donc le meuble de cuisine et la gazinière sont le Bon Coin. À droite, on voit la photo de cette famille à Chatou qui nous a revendu sa cuisine et donc on est allé la démonter un week-end. Euh, le sol donc a été totalement réisolé, donc on a dû décaisser pas mal de terre battue et finalement on a superposé donc une couche, un hérisson de paille, un isolant liège, une chape et une dalle structurelle à la chaux pour finir sur des tommettes en terre cuite et garder cette notion de respirabilité. Et le bacula qui servait de faux plafond a été déposé euh, pour dévoiler les poutres en bois et ensuite les poncer. On a là aussi la chaudière à gaz aussi que j'ai volontairement gardée parce qu'elle avait moins de 5 ans. Elle est stockée dans un coin enfin, dans l'annexe et elle sera réemployée avec tous les radiateurs. Il y a cette ancienne fenêtre qui sera réouverte pour donner une vue sur l'église au nord et apporter un peu de lumière. Euh, et maintenant, si on passe au salon, donc on est dans cette espèce dans cette pièce suivante qui est qui est très humide. Le sol était glissant. C'est une pièce qui est qui est en cul-de-sac, qui est plutôt exiguë et assez sombre. Donc c'est ici qu'on va faire une réouverture. Et là, on voit donc cette ouverture quand on arrive de l'entrée, voilà le salon après les travaux. Donc pour se repérer, ici, voilà, on est dans le coin du salon. Enfin, ouais, je pense que c'est à peu près clair. Donc on a les portes intérieures qui ont été déposées et réemployées après repeinture. Les bâtis ont été refaits sur mesure avec le chambranle qui sert à faire la finition, la moulure en bois en fait intégrer le bâti de la porte comme c'était avant. Euh, tous les radiateurs acier existants ont été réutilisés et reposés sur le projet, donc il y en avait 9, un dans chaque pièce. Pas de traitement particulier, juste bien les stocker droit. Il faut les garder pleins, il faut les boucher et les garder pleins comme ça, ils ne rouillent pas à l'intérieur. Et ensuite, essayer de pas trop les brusquer, les stocker dans un coin. Pas besoin de les repeindre particulièrement. Après, quand la pièce était vide, on voyait que ça, mais là, maintenant qu'elle est occupée, en fait, ça fait partie de la déco, c'est pas plus choquant que ça. C'est des radiateurs en acier, lamella.
basique, et je me demande même ce qu'on aurait mis à la place en électrique, parce que voilà, les modèles de radiateurs sont encore et toujours un peu les mêmes. Radiateurs à eau. On a donc l'isolation chanvre-lin coton, Biofib Trio, des plaques de fibre gypse Fermacell. Ça, c'est l'isolation qui est partout sur tout le bâtiment. On a 15 centimètres sur tous les murs périphériques pour réisoler. Voilà, c'est assez facile à mettre en œuvre, sauf dans les combles. J'en parle un peu après. Et là, la particularité dans cette pièce, c'est qu'on se trouve au-dessus de la cave, donc on pouvait pas décaisser et faire notre isolant liège, parce qu'on n'avait pas l'épaisseur disponible. Donc on a fait une chape portante isolante, chaud chanvre, au-dessus de cette cave. Et ensuite, on a reposé des tomates par-dessus. On partait aussi du principe que la cave était à une température constante, donc pas forcément besoin de traiter la température trop sévèrement. On a aussi un poêle en fonte trouvé sur le bon coin, raccordé aux anciens conduits de cheminée. Voilà, là pas de problème particulier, seulement racheter à neuf les accessoires, le tubage dans le conduit, le flexible, et, euh, et s'assurer qu'il soit pas trop près du mur, mettre du Fermacell, ou non, là on a mis du placo inifugé, et une plaque un peu en ardoise là pour pas que ça chauffe. Mais sinon il est super efficace. Et en plus il apporte un charme non négligeable à l'ensemble. Ensuite on monte par ces escaliers qui sont des très beaux, un magnifique escalier en chêne débillardé, c'est-à-dire que le limon est sculpté en courbe. Donc ça aujourd'hui à refaire, ça serait ça serait compliqué. Oui, et donc cher. Mais donc on l'a tout simplement restauré, et on voit qu'en fait au-dessus on a une double hauteur, donc on a les toilettes qui sont en mi-hauteur, et tout ce volume au-dessus qui est perdu. Donc l'idée, ça va être de rajouter une autre volée d'escalier dans ce volume pour donner un accès plus simple au comble, parce que vous aviez vu l'autre escalier rouge là, il était on s'en sert pour faire des salles de bain dans les petites chambres. Donc là, euh, donc là c'est un escalier en chaîne sur mesure, avec une main courante en acier. Et on voit à droite la mise en place, l'ouverture de la trémie. On en profite pour rajouter des deuxièmes toilettes en demi-niveau. Et, euh, et on a un accès au comble plus facile. Grâce à ça, enfin, j'ai isolé. Oui, là, on a un peu moins isolé dans ce coin-là. C'est une isolation laine de bois pour laisser, euh, pour laisser un peu de passage dans cet escalier. La chambre 1, avant les travaux, vous vous en souvenez, pendant les travaux, en fait, on a cassé les conduits des cheminées qui sont dans les coins pour regagner un peu de surface. Elle n'est pas isolée, pas du tout, contrairement à la cuisine et la salle à manger. En fait, on était directement avec un papier peint sur du plâtre, et lui-même sur les pierres meulières, les pierres des murs périphériques, des murs porteurs. Donc cette chambre est petite, on va la réisoler, on va encore la rapetissir. Euh, mais voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui après les travaux. En fait, on a réussi en démontant l'escalier, l'ancien escalier d'accès au comble, on a réussi à faire une petite salle de bain individuelle, et donc ça a agrandi un peu cette chambre. Pareil pour l'isolation, là rien ne change. On, on a poncé le parquet. C'est un parquet grisard. Alors, grisard, c'est probablement du peuplier qui était complètement bouffé par les vers, mais bon, on s'est dit qu'on garde, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, on le ponce, on le vitrifie transparent, et maintenant il est vraiment très beau. Les lavabos et les tablettes sont de réemploi. Il a fallu juste rééquiper avec des robinetteries, siphons, tout ça en neuf.
pour être sûr que tout ça fonctionne encore longtemps. La chambre 2 a subi un peu le même traitement. Donc pas d'isolation, les cheminées dans un coin. Et voilà donc la chambre 2 après les travaux, avec sa petite salle de bain individuelle, son isolation et son lavabo de réemploi. On passe maintenant dans la troisième chambre. Voilà à quoi elle ressemblait avant. Euh, j'ai décidé de lui attribuer l'ancienne salle de bain. Cette salle de bain, elle servait pour les 3 chambres du palier, mais maintenant elle sera destinée seulement à cette grande chambre pour parce qu'en fait il y avait un accès et on a découvert un accès dans ce mur-là, donc pas besoin de retourner dans le couloir pour utiliser cette salle de bain. En fait, elle est reconnectée directement à cette chambre. Le parquet, malheureusement, il était récupérable parce qu'il était encollé sous des couches de moquette et de ragréage. Donc, on a déposé tous les planchers. Attends, j'en parle après. Ça c'est un état des lieux de l'existant. Des infiltrations dans les anciens conduits de cheminée. Donc le plafond était très humide. Et une trace d'une ancienne fenêtre bouchée, bon, qu'on peut voir par l'extérieur, mais on est à peu près sûr qu'elle tombe à peu près ici dans la chambre. Donc voilà la chambre après les travaux. À gauche, c'est la fenêtre qu'on a réouverte. Nouvelle ouverture orientée sud. Voilà, avec l'étayage, un linteau en béton armé préfabriqué et une nouvelle menuiserie. Le parquet en chêne massif, donc on l'a totalement changé. Enfin, on a reposé du parquet en chêne, euh, cloué sur des lambourdes. On a remis tout ça à niveau aussi. Et là, je passe un peu vite à la chambre 4, mais en fait, on a fait le même traitement sur le sol ici, parce on était sur une dalle euh, de plâtre sur du bacula, sur des poutres, une technique ancienne, et donc le but c'était juste de remettre d'équerre. Attendez, je vais un peu vite. Ça c'est la chambre après, avec sa salle de bain. Chambre après travaux. C'est la grande suite parentale, on peut l'appeler comme ça, où il y a une salle de bain ouverte. C'est un volume très ouvert avec des rangements et la place. Euh, on a isolé les rampants avec les mêmes plaques de biofib euh, et de fermacell. Donc ça, comme je le disais, on a remis à niveau avec des bastins de conifères pour remettre d'équerre tout ce plancher et ensuite clouer sur ces lambourdes le nouveau parquet. Côté salle de bain, c'est là, on trouve des carreaux de ciment que je suis allée chercher en région parisienne. Donc des carreaux de ciment authentiques qui étaient dans une ancienne ferme. Voilà, j'ai adapté la taille de la salle de bain et la disposition en fonction des quantités que j'avais sous la main. Et, euh, Et la technique, c'était, oui, donc c'est des plaques d'OSB qui sont encollées. Il y a cette espèce de, euh, de nappe euh, à quoi elle servait? Bah, c'était pour mettre la colle surtout. Ouais, une nappe de désolidarisation entre les plaques d'OSB qui risquaient de bouger et la colle des carreaux de ciment pour pas que ça fasse de fissures. En fait, c'est une nappe qui vient bien répartir les charges et éviter qu'il y ait des altérations. Euh, la baignoire, c'est une baignoire en fonte authentique qui a été rééquipée. C'est faisable avec un siphon tout neuf, une robinetterie toute neuve aussi. Et elle a été donnée par un voisin. Donc tout simplement réémaillée, repeinte, et voilà, ça marche. Pour parler maintenant du budget travaux,
je m'étais fixée, en fonction de premiers devis de 2 entreprises. Donc j'ai consulté 2 entreprises, tout corps d'état. Euh, Est-ce que je pense que je vais répondre à vos premières questions sur les matériaux avant de parler du budget. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Gaël? Parce qu'il y a pas mal. Absolument, j'allais te dire, Ouais. de toute façon, tu le sens. Tu as l'onglet QR, absolument. Oui. Donc je vais reprendre. Enfin, je vais pas forcément remonter dans le diapo, mais je peux vous répondre. Alors, les tomates ont été réutilisées. Oui, les tomates rouges ont été réutilisées. En fait, elles étaient posées à l'ancienne sur de la directement sur la terre battue. Les tomates qui étaient dans le vestibule, elles étaient ouais, celles-là, elles étaient sur la terre battue, donc pas de problème de colle ou de ciment qui collait. Par contre, on a eu cette question sur les carreaux de ciment que vous voyez là à l'écran, qui était totalement, enfin, on va dire que la moitié était encore jointée, donc il a fallu les nettoyer. Pour ça, pour ça, on a appelé un ouvrier qu'on, qu'on lui a donné un pourboire et en fait, il a passé une après-midi. Non, il y a eu une première passe que j'ai faite moi-même avec un marteau et un burin pour enlever les plus grosses plaques. Et ensuite, c'est un ouvrier qui est venu faire un peu d'heures sup avec une disqueuse. Et là, il est passé sur chaque sous-face de chaque carreau. Il y a eu un peu de pertes, donc de temps en temps, je devais un peu refaire mon plan, mais voilà, on s'adapte. Euh, Avant la pose des tomates, qu'est-ce qui a été fait? Bah ça, je vous l'ai raconté pendant euh, on a décaissé. On avait un peu trop décaissé d'ailleurs, parce que finalement, on n'était pas sûr de l'épaisseur qu'il fallait pour faire une chape, une dalle, puis une chape assez résistante. Mais donc, on a un petit peu surdimensionné. On a mis une armature acier aussi dans cette dalle pour, voilà, pour s'assurer que ça tiendrait. Le, le liège, en fait, c'est des plaques, c'est du liège expansé, et ça fait des plaques comme ça se découpe très facilement et après ça se pose. Euh, Pas besoin de fixation ou de colle particulière. Comment utiliser les portes existantes? Oui, bah oui, alors le bâti d'origine a été entièrement déposé et refait à neuf. Il y avait des grosses pattes de scellement dans la pierre de taille euh, qui ont été tout simplement coupées. Euh, mais sinon, oui, ça c'était quand même un poste menuiserie un peu technique pour faire du sur-mesure et pour faire aussi refaire après aussi l'encadrement de la porte. La cuisine réemployée, oui, elle était. En fait, oui, les cuisines sont très modulables. Vous savez peut-être que à chaque fois, c'est des blocs qui font 60 de profondeur et après, c'est la largeur qui varie 45, 60, 90. Donc, il a fallu passer de nombreuses heures sur le Bon Coin pour repérer les blocs. Enfin, d'abord faire mon plan de ma cuisine. Euh, Ensuite, repérer les blocs sur le Bon Coin, bien vérifier les dimensions et ensuite faire coller tout ça. Euh, Il n'y a pas eu besoin de modification de ces blocs. En fait, euh, les portes, elles sont moulurées, donc c'était tout simplement dépose, repose quasi à l'identique, avec un peu de mélange quand même, parce que le plan n'était pas exactement le même. Mais quand je cherchais sur le Bon Coin, je regardais bah, déjà, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est en L? Parce que sinon, ça devenait trop compliqué s'il y avait un meuble par-ci, un meuble par-là, de bien comprendre. Et ensuite, c'est ça. Donc, est-ce qu'elle est juste sur deux murs? Et moi, j'avais cette configuration-là, j'avais deux murs. Donc, à partir de ce moment-là, je pars du coin et j'aligne les meubles un par un. Après, j'essaie de m'en sortir avec les meubles hauts.
Euh, mais ça, je remonte un peu après. Voilà, il faut faire des dessins, il faut faire des plans. Ouais. Euh, donc, il faut faire des allers-retours entre ce qu'on a sous la main et notre plan, et notre conception. Forcément, si, enfin, il faut un peu se remoduler sa façon de faire. C'est pas, on commande un truc sur mesure chez IKEA. Il, il faut voir, voir ce qu'on a sous la main et s'adapter. Elle a été repeinte, forcément. Elle a été quand même repeinte, nettoyée, mais c'est à peu près tout. Qui a nettoyé les tomates? Les tomates étaient propres. C'était des tomates. Alors celles qui sont dans la cuisine et dans le salon, elles sont elles sont elles viennent d'un magasin de matériaux anciens, donc qui a probablement c'était probablement des plus grosses qui ont été redimensionnées, donc elles étaient toutes pas exactement hexagonales. Donc c'était un vrai défi pour la pose parce qu'il fallait faire pas mal de recoupes. Et au bout d'un moment, ça commençait à prendre du temps. Je pense que c'est tout ça mis bout à bout qui a fait aussi perdre du temps au chantier. Enfin, perdre ou prendre du temps parce qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de limite dans le temps, heureusement. Euh, et donc, elles étaient déjà toutes propres quand je les ai achetées. Donc, ça coûtait assez cher. Plutôt une boutique de matériaux anciens que Le Bon Coin, même si on peut trouver le même genre de trucs sur les deux plateformes, mais au moins quand on achète sur les matériaux anciens, elles sont nettoyées, alors que là, les carreaux, j'ai dû les nettoyer moi-même. Quelle finition sur le Fermacell? Enduit, peinture, classique, peinture unique à l'eau, base aqueuse, il me semble. Le doublage des murs périphériques ne pose-t-il pas le problème de points de rosée? Euh, alors oui, je me suis posé la question. En fait, j'ai suivi le DPE surtout. Je me suis concentrée surtout sur la résistance thermique et j'ai acheté le produit biosourcé qui allait bien. Donc la solution, c'était une certaine référence de biofib. Euh, En effet, peut y avoir de l'humidité. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais dans le principe, on laisse quand même une lame d'air. On fait en sorte qu'il y ait une respiration, une ventilation qui se fasse, et comme ça, il n'y aura pas de condensation. Euh, Est-ce que le pharmacène permet le passage de l'humidité du mur ancien? Oui, euh, ça permet. Il paraît que les plaques, même le placo enfin, pas non plus prendre trop d'humidité, mais le placo, ça, c'est pas totalement étanche. À vérifier quand même. Mais je me suis basée sur quelque chose qui était le plus neutre du point de vue carbone et aussi le moins inerte possible. Et le fait que le Fermacell soit fibre gypse, j'ai compté sur les propriétés hygrothermiques de la fibre pour, euh, voilà, pour pouvoir réguler la vapeur d'eau à l'intérieur. Euh, Pourquoi isoler les... Il y a une question intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Pourquoi isoler les murs par l'intérieur plutôt que mettre en œuvre des enduits chauds-champs permettant de conserver l'inertie thermique des murs? Je me suis posé la question, j'aurais beaucoup aimé, mais à l'époque, j'avais pas juste la qualification et pas la formation euh, pour mettre en œuvre du chaud-chanvre, une isolation même projeter un enduit éther. J'aurais bien aimé pousser ça, enfin faire cette démarche, mais je m'en sentais pas les épaules et j'avais pas suivi la formation nécessaire pour le faire. Pas encore, parce que j'aimerais bien le faire un jour. Euh, quelles sont les différentes, Quelles sont les épaisseurs des différentes couches du complexe de sol du plancher bas au rez-de-chaussée? Donc on a euh, 15 centimètres de hérisson en pierre, 15-20 centimètres de liège, et ensuite une dalle de 15-15 de 20. Voilà, donc au final, on a des caissés de 50 centimètres. Non, la dalle de 20, ça me paraît un peu beaucoup, mais il y a une chape sèche aussi pour poser les tomates.
de 5. Donc on va dire 15 la dalle chaud. Et ensuite un mélange sable chaud qui est plutôt sec, qui sert de base pour les tomates. Et après, elle se cale dedans, on humidifie le tout et avec le temps, en fait, ça va se durcir. Et les tomates faisaient 2 centimètres d'épaisseur. Risque d'humidité avec les salles de bain dans les chambres. Comment est traitée la ventilation de ces pièces? VMC, simple flux et des ouvertures à chaque fenêtre. Il y aura probablement de la buée. Et voilà, on compte sur la ventilation naturelle, on ouvre les fenêtres et on allume sa VMC. La VMC tourne en continu. J'ai volontairement pas mis du double flux parce que c'était un peu trop high-tech, on va dire, et ça prenait beaucoup de place. Et c'est un peu trop poussé comme technologie pour ce genre de programme. Donc on compte un peu sur les usagers. Mais il faudra quand même constater, faudra quand même observer de près si jamais le parquet a des éclaboussures ou alors les salles de bain elles sont carrelées du sol au plafond. Voilà, il faudra quand même surveiller tout ça. La durée du chantier, donc le chantier a commencé en février 2024 et moi j'ai quitté le chantier en novembre 2024. Il a continué jusqu'en février. Il y a eu beaucoup de retard. Novembre, alors février, mars, avril, mai, juin. 9 mois. Il devait en faire 6 à l'origine. Après, il en a fait 9. Et là, c'était sur la fin, donc moi j'ai cherché un travail dans un bureau d'études réemploi, là où je suis actuellement. Mais, euh, mais il a duré jusqu'au mois de février de cette année. Donc les finitions, c'était trouver les volets, persiennes en bois, voilà, rajouter les derniers petits accessoires, faire le travaux de paysagiste aussi, tout le jardin. Euh, voilà ce qui a, voilà ce qui a. Mais en fait, au final, ça a pris beaucoup de temps parce que il y avait beaucoup de techniques un peu nouvelles pour ces ouvriers. Forcément, le métier a pas mal évolué, donc euh, ça se fait moins vite. Par exemple, recouper toutes les tomates, poser du biofib qui est un peu plus lourd, du fermacell qui est un peu plus cassant. Il y a des choses, la pose, voilà, tout ça prend un peu plus de temps que si on faisait du parquet contre-collé, euh, du carrelage et, euh, et du béton. Mais l'intention, c'était de trouver des alternatives à tous ces matériaux qui sont euh, très carbonés et d'explorer des techniques anciennes. Donc, on a appris un peu ensemble avec les ouvriers, euh, même si parfois ils aimaient pas trop voir ça comme ça, comme si je leur donnais des leçons. Mais forcément, il y a des choses qui sont, par exemple, faire des moulures de façade à la chaux. euh, Aujourd'hui, on fait plus trop ça. Aujourd'hui, on achète un préfa en polystyrène et on l'enduit au ciment. Donc voilà, j'avais des exigences qui parfois étaient peut-être euh, un peu grandes, mais euh, mais tout est réalisable en fait si on prend le temps. Donc, par quel biais autre que le Bon Coin pouvez-vous récupérer des matériaux? Euh, alors, en tant qu'archi, aujourd'hui, il y a des plateformes de matériaux, enfin pour des professionnels directement. Peut-être que ça, je vais revenir sur cette question. Je me la note parce que ça rejoint aussi la question du budget et sur un peu l'ouverture. Euh, Après tous ces retours d'expérience. Euh, alors du coup, je sais plus où j'en étais. Pardon. Combien de mètres carrés? 180 mètres carrés habitables. C'était 60 fois 3. J'ai réutilisé les tomates, ouais, dans les toilettes et dans la buanderie. Euh,
Le calendrier de travaux prévisionnels au climat en vue de nombreux imprévus, délais, récupération de matériaux, de recherche. Oui, alors le client avait du temps sur sur les imprévus, enfin il savait que déjà un chantier, c'était jamais la durée annoncée à l'origine. Là, bon, il a pris 2 fois plus de temps, mais c'était surtout c'était surtout l'intérêt, c'était de un peu challenger nos manières de faire et voilà, le client avait un peu le luxe d'avoir ce temps pour faire un beau projet et, euh, et ensuite aussi prendre le temps de trouver des locataires. Donc au final, tout ça aura pris du temps. Euh, il y a eu un frein à vapeur entre l'isolation et le fermacell, c'est un isovert classique. Je me pose la question à l'avenir de trouver quelque chose qui est moins plastique, qui est peut-être moins étanche, qui peut être une membrane qui aussi rentre dans la logique de laisser respirer les matériaux. Voilà, ça c'est un peu en questionnement pour moi. Si vous avez une remarque, je suis preneuse. Euh, alors, oui, alors je vais revenir sur la fourniture et la facturation. Je pense que je vais bientôt repasser à mon diapo. Euh, et c'est à l'architecte d'aller sur le bon coin et de ramener les matériaux. Ouais, ça je vais regarder. VMC euh, auto euh, automatique. Non, je sais plus le modèle de la VMC. Je regarderai. Chantier participatif ou non non. Bon, on va dire que j'y ai participé, mais c'était pas un chantier, c'était une entreprise tout corps d'État qui a fait le gros des travaux. Mais sinon, oui, peut-être à l'avenir, je pourrais envisager d'autres plateformes participatives, en effet. Même des structures ouais, de l'ESS. Je sais pas si c'est le bon type de projet, mais apparemment peut-être. C'est peut-être trop petit pour faire venir une équipe. Euh, mais je vais me renseigner sur Twiza. Hmm, membrane hygrovariable. Ok, je regarderai ça. Euh, merci. Merci beaucoup pour ces questions. Donc maintenant, on peut passer au sujet des travaux, enfin du budget travaux et combien ça a coûté en fourniture. Donc, j'ai d'abord demandé à deux entreprises de me faire des devis. Toutes les deux étaient il y avait une qui était à 320 000 et l'autre à 300 000. Je suis partie à peu près de cette base pour me dire, bon, ça va être mon budget. Hum, mon budget travaux total. Après, renégociation. L'entreprise tout corps d'État a pu un peu baisser ses tarifs et on est arrivé à un accord sur 250 000 euros et donc je suis réservé un budget fourniture de 50 000 euros. Donc oui, c'était à moi, l'architecte du projet, de faire cette fourniture. Il y a différents cas de figure qui peuvent être faits aussi si, par exemple, en neuf, j'aurais pu demander à l'entreprise de faire la fourniture, mais je me suis dit que c'était peut-être beaucoup d'aller-retour avec l'entreprise pour avoir et avec l'entreprise et le maître d'ouvrage pour avoir quelque chose sur lequel on se met d'accord. Je me sentais pas non plus de leur demander de chercher sur le bon coin ou de chercher des matériaux de réemploi parce que c'est pas encore si facile que ça. Et ça aurait pris du temps. Je pense qu'ils auraient pas su trop comment l'évaluer. Donc c'est moi qui me suis attelée à cette tâche. Euh, donc l'entreprise finalement, ça c'est le bilan, on va dire, des dépenses pour cette entreprise, environ 260 000 euros avec quelques compléments sur le devis. Le budget se répartit comme ça. Le gros du travail, c'est donc les travaux extérieurs, donc c'est le ravalement de façade, euh, l'étanchéité, et c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre?
Travaux de façade, peut-être la pose des fenêtres. J'ai dû compter ça. Et sinon, il y a aussi un gros bloc isolation. Ici, c'est distinct, isolation des planchers, isolation des murs et traitement architectural, non, mais isolation de la toiture. Tout ça, ça pourrait aller dans le même package et ça fait presque la moitié du budget en travaux pour ces isolants. À savoir que en termes de bilan carbone, j'ai comparé un scénario neuf classique avec laine de verre, placo, euh, des même polystyrène, je pense que j'ai mis, enfin TMC, et on était presque à 1 tonne d'économie de CO2 par rapport au neuf, ce qui est pas énorme. C'était 8 tonnes au global si on faisait avec les techniques modernes, courantes, et 7 tonnes au global avec les techniques du projet. Donc c'est peut-être pas le carbone qu'il faut chercher quand on utilise des matériaux biosourcés, même si ça, je dis peut-être une grosse bêtise, mais c'est surtout l'intérêt, c'est les performances thermiques et hygrothermiques. Voilà, à mettre en perspective quand même, mais j'en parle après dans les axes d'amélioration forcément. Donc les fournitures neuves, c'était voilà le budget, l'état des lieux du budget, les menuiseries extérieures, le parquet en chêne, les taumettes anciennes, plusieurs sanitaires que j'ai acheté chez Mano Mano, qui est un revendeur, euh, qui est un distributeur que vous connaissez peut-être, pour tout ce qui est rééquipement sanitaire, robinetterie, carrelage, WC neuf. Les siphons, le vidage, les douches, je suis allée les chercher chez Leroy Merlin. Chez Daniel, il coupe de la ferraille, donc j'ai fait les garde-corps en acier. La paire pour les volets, ces pieds-là qui a fait le raccordement en gaz et oui, parce il y avait une cuve aérienne pour le gaz et on l'a enterré. Donc il faut faire le raccord gaz, avoir la certification Caligaz et voilà, et s'assurer que toute l'installation, la repose de la chaudière soit conforme. Donc ça coûte 2 000 €. Et j'ai pas ajouté le matériel électrique, pas encore. Ça, c'est un bilan financier à date, enfin en juin. Euh, il aurait dû être actualisé. C'est une faute professionnelle. Mais ça nous donne des ordres de grandeur quand même. Voilà, la fourniture neuve, donc le montant s'élève à 47 000 €, 334. Euh, à comparer maintenant, on pourrait comparer à ça si on était allé chercher. En fait, ça, c'est tout ce qui peut pas s'acheter en réemploi. Même si on pourrait dire si les toilettes, la robinetterie, les volets, les garde-corps, peut-être. Mais c'était pas l'intention de mon maître d'ouvrage aussi de faire de ce genre de récup. Et à l'époque, j'avais pas encore les outils et les plateformes nécessaires pour sourcer tous ces matériaux-là. Donc, je me suis concentrée et j'ai concentré mon énergie et mon temps sur la porte d'entrée que vous avez vue, deux lavabos, les carreaux de ciment, la porte-fenêtre qui donne sur le jardin, deux lustres pour le AR+2, la cuisine tout équipée qui a coûté 450 €, le, la gazinière et la hotte qui en a coûté 350. Donc on s'y retrouve par rapport à une cuisine neuve, largement. Je pense que c'est ça surtout le vrai avantage. Il est vraiment financier et ouais, on a une cuisine qui est fonctionnelle autant que quelque chose de neuf. Euh, les lavabos aussi, ça marche parfaitement. Les petits lavabos, appliques de verre. Voilà. Et il y a le bon coin, il y a aussi les vides-greniers, les braderies, le bouche à oreille, le troc. Euh, tous les moyens sont possibles pour, euh, pour faire pour trouver des matériaux de seconde main. Donc le bilan s'élève à 2 413 €. Sur mon budget de 50 000 €, on s'y retrouve.
il y avait un petit reste. Je pense qu'il a été consommé par la suite, mais on va dire que le total des dépenses, on est à 309 000 euros TTC. Ouais, non, hors taxe. Voilà, pour une rénovation de 180 mètres carrés. Faudrait faire un ratio. C'est élevé, c'est plutôt élevé. On n'a pas fait à l'économique. Euh, Ça peut être étonnant parce que si on veut louer, on va vouloir faire au plus vite, au moins cher, et après le louer le plus vite possible. Mais encore une fois, c'est aussi c'est un projet familial et donc j'avais un peu la liberté de d'avoir le temps et d'avoir un peu de budget pour faire quelque chose de réellement beau qui serait qui serait peut-être dans la famille un jour et qui serait loué entre-temps pour faire profiter d'autres personnes. Les axes d'amélioration, ce serait donc le biofilm trio, il est compliqué à mettre en place sur les rampants. On a dû ajouter des lattes de bois, ce qui a pris un peu de temps, parce qu'en fait, sur les rampants, il faut mettre plus d'épaisseur. On a mis 10 plus 20, 10 entre les solives, non, 20 entre les solives plus 10 par-dessus. Et, euh, et donc tout ça, ça commence à peser lourd. C'est plus compliqué que de dérouler de la laine de verre. Et donc voilà, on a rajouté des lattes en bois pour, en travers. Dans le bâti ancien, rien n'est droit, les murs, les sols, les plafonds, donc il y a un peu de perte d'espace. Euh, mais si on décide bah, par exemple, si on avait fait un isolant projeté, bah, peut-être qu'on aurait gardé ces aspérités et ces irrégularités qui donnent du charme. Nous, on a tout remis, on a refait une boîte propre, mais les deux sont concevables. Euh, les montants des fourrures pourraient être en bois. Ça, c'est vrai qu'on a mis ça sur des fourrures métalliques. Ils pourraient être en bois. C'est encore une autre technique, mais et ça prendrait plus de temps. Euh, Là, donc, ouais, j'en parlais. Le bilan carbone du liège est pire que celui du TMS. TMS, c'est du liège expansé, pas du liège, du polystyrène expansé, car il vient de loin. Le bilan carbone vient non, le liège expansé vient de Portugal. Donc, la chaîne de matériaux neufs est plus optimisée parce que les points de relais sont en réseau. Et donc, le TMS, il est fait à une distance raisonnable. En fait, au mètre carré, voilà, étonnamment, la fiche FDES disait qu'on était moins émetteur de CO2. Euh, je me demande par contre, ça compte forcément le transport, mais c'est fait en pétrole, alors et je pense que ça a dû prendre ça en compte aussi. On trouve pas des FDES sur tous les produits non plus. Par exemple, le liège euh, avait pas encore de fiche FDES. Donc à ce moment-là, bon aujourd'hui je suis dans un bureau d'études réemploi, donc on fait des bilans carbone, mais à ce moment-là, j'ai fait un peu avec les moyens du bord, donc j'ai fait le transport en camion, voilà les consommations en essence euh, d'un camion. Enfin, j'ai fait un peu comme ça, comme je pouvais. Donc j'ai pas de résultats, désolé, sur les émissions carbone et sur les économies carbone qu'on a fait. Forcément, on en fait énormément en réemploi. Euh, mais c'est surtout ça. Ce que je voulais démontrer, c'était que on peut trouver des choses à proximité. On peut même trouver des cuisines tout équipées. Pour les fenêtres, du point de vue carbone, c'est plus intéressant d'acheter des menuiseries PVC fabriquées en France plutôt que des menuiseries bois venant de Pologne. Pour le prix, c'est l'inverse. Forcément, c'était moins cher d'aller chercher des menuiseries en bois en Pologne. Ça, c'est un peu tout le paradoxe du tout biosourcé versus plutôt non biosourcé, mais plus local. Euh, Malheureusement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Le biofilm, c'est le choix idéal pour l'isolation. Pareil pour le fermacell.
pour ces notions de perspirance. Cependant, le biofib, j'ai constaté que c'était 92% de fibres végétales, donc chanvre, coton, lin, 8% d'un liant, forcément il faut toujours un liant, mais là c'est un liant plastique et avec des additifs. Donc le PE, c'est un mélange de polyéthylène produit avec du pétrole. Donc cette version-là, elle n'est pas 100% végétale, elle est donc pas biodégradable. C'est peut-être un axe d'amélioration. Plutôt privilégier le 100% végétal avec un liant PLA à base d'amidon de maïs. Mais j'ai pas regardé les prix, mais il existe des alternatives. D'autres d'autres constats que j'ai faits, on a envie de tout garder. Forcément, on découvre des choses, par exemple des crémones sculptées en fonte, on a envie de les garder et d'en faire quelque chose. Même quand on voit tout ce qu'on évacue en termes de déchets, des marches d'escalier ou alors des gardes, enfin mais d'ailleurs, les crémones, j'en ai fait les barres pour les rideaux de douche. Donc ça a été réutilisé. Sinon, il y avait des rampes en fonte, une grille en acier, tout ça. On se dit qu'on peut toujours en faire quelque chose, mais parfois il faut avancer. Euh, ou alors avoir du stockage et un atelier pour bricoler. Ne pas casser les fenêtres afin de pouvoir les envoyer au recyclage. Ça, c'était un peu le malheur de ces fenêtres qui, bah, forcément, qui sont balancées dans un coin parce que à ce moment-là, je savais pas qu'il fallait les préserver pour les amener en déchetterie et qu'après, toutes les déchetteries ne le font pas, mais il y a des plateformes de tri qui séparent le verre de la menuiserie en bois, donc elles auraient pu être recyclées au moins. Là, malheureusement, tout ça, ça sera enfoui. Il y a toujours des petites surprises. Par exemple, un puisard ou une fosse septique cachée dans le jardin. Quand on voulait dérouler une gaine pour amener de l'eau potable au fond du jardin pour arroser, pour l'arrosage, euh, on est tombé sur cette énorme cuve. Enfin, je pense que c'était donc une cuve d'épandage de la fosse, une fosse septique en béton armé. Donc on a dû faire le tour en creusant. Les évacuations des eaux usées étaient en périphérie de la maison. Donc en fait, à l'époque, tout ça, ce qui était marrant, c'est que les évacuations des salles de bain et de la cuisine, elles traversaient les murs périphériques et elles tombaient dans une espèce de caniveau autour de la maison qui arrivait dans ce puisard. Euh, Ensuite, il y a eu le tout à l'égout, donc elle sortait de la maison aussi. Et là, il y avait pas une descente, mais un, un système d'évacuation des eaux usées en périphérie de la maison. Donc, toutes les pièces humides se raccordaient dessus. Il faisait tout le tour de la maison et après, il allait dans la rue. Donc ça, on s'y est raccordé, mais on a quand même fait passer tout ça d'abord par l'intérieur et après on se raccorde au tout à l'égout. Mais on aurait pu mettre un coup de pelle par inadvertance dedans. Donc il faut bien bien regarder, arracher un peu d'herbe et regarder s'il y a des regards aux quatre coins du bâti. Euh, Regardez aussi bah, s'il y a des descentes un peu bizarres en façade avec des tubes PVC. Là, c'était le cas. En fait, c'était la baignoire qui passait par l'extérieur. Je me demande en cas de gel comment ça devait marcher, mais euh, voilà, il faut faire un diagnostic assez poussé de tout le, toute la mécanique des fluides internes du bâtiment, surtout s'il est ancien. Ne pas suivre le DPE mot pour mot. Euh, Ça, j'avais un DPE, donc le DPE donnait une note de G, parce que bah, vous l'avez constaté, le tout était en très mauvais état. Maintenant, je crois qu'il a été évalué à C. Je me dis seulement. Mais en fait, euh, même si j'avais suivi toutes les indications, à un moment, il faut aussi remettre en perspective avec
avec le bâti. Il y a des estimatifs qui sont faits sur le DPE aussi en termes de coûts de travaux. Je sais plus trop, mais faut pas trop s'y fier. Parce qu'en fait, quand on fait une rénovation, j'aurais pas pu faire juste une isolation sommaire, juste une rénovation énergétique. En fait, il fallait quand même, enfin, dès qu'on commence à toucher à ça, il faut refaire l'électricité, il faut refaire la plomberie. Après, là, on se rend compte euh, que le plan est pas très moderne, donc on rajoute des salles de bain. Voilà, donc ça engendre forcément, on fait une rénovation de toute la maison. Donc là, le DPE disait juste, voilà, des résistances. Enfin, il donnait des conseils sur le type d'isolant qu'il fallait mettre, la performance des vitrages des fenêtres. Euh, J'en suis servi quand même pour acheter les matériaux, pour acheter les isolants, mais euh, mais après j'y suis pas forcément revenue euh, parce que c'était pas forcément en raccord. Par exemple, il disait de faire un drain périphérique pour, je pense, éviter qu'il y ait des infiltrations euh, ou du ruissellement en façade pour drainer en fait. Mais à partir du moment où j'avais déjà un peu réglé les problèmes d'humidité à l'intérieur en réisolant tout, je pense que enfin, finalement le drain était pas nécessaire, quoi. Un drain, ça aurait été mettre un tuyau. Déjà, en plus que j'avais déjà les évacuations d'eau usée en périphérie, il aurait fallu que je mette un drain agricole, donc un gros tuyau PVC avec des petits trous qui va collecter les eaux de ruissellement et tout ce qui pourrait remonter par les murs dans un tuyau pour l'évacuer. Ça, on s'est dit que c'était quand même trop de travaux. Euh, Trouver une alternative au pare-vapeur isover euh, pour pour faire une membrane perspirante. Donc je note la référence de JM. Merci. Euh, Faire attention à tous les petits accessoires à acheter en neuf pour rééquiper les équipements de réemploi, brûleur de la gazinière, robinet thermostatique, des radiateurs, écart de lavabo. Voilà, tout ça, j'ai beaucoup appris en faisant ça parce que il y a des histoires de diamètre, il y a des histoires de modèles, de matériaux aussi. On peut pas, on peut pas raccorder n'importe quel matériau les uns avec les autres. Euh, mais c'est tout à fait faisable en fait. Ouais, il faut juste quand vous regardez quand vous trouvez des matériaux en réemploi, il faut regarder tout ce qui serait à ajouter et aussi compter ça dans le prix. Ça peut aussi ça peut aussi aider à négocier le prix, mais voilà, il faut regarder tous les ajouts qui pourraient être faits et de préférable faire ça en neuf, comme ça pose moins de questions de, de panne ou alors d'accident tout simplement. Euh, les brûleurs, ouais, les équerres de lavabo, voilà, ils étaient pas fournis avec les lavabos forcément. Euh, Ne pas oublier le temps de nettoyage, par exemple les carreaux de ciment qui étaient pleins de chape. Ça j'en ai parlé, je pense. J'en ai assez parlé peut-être. Oui, il y a quand même tout le temps un temps de nettoyage. Sur les portes, sur les lavabos, non, bon, c'est juste un dépoussiérage rapide, plus repeindre les portes. Mais ça serait comme avec du neuf, en fait. On, on doit forcément. Enfin, on a souvent un matériau brut qu'on doit repeindre. Euh, pas de remarques particulières là-dessus. Le dessin à la main est parfaitement approprié. Bon, c'est peut-être que le cas dans mon village, enfin dans ce village, mais la mairie a adoré les dessins à la main et j'ai pas vu d'inconvénient à le faire euh, parce que c'est je trouve que le trait ordinateur est plutôt adapté à des bâtiments neufs assez euh, très normés, de grandes dimensions.
avec une technique un peu poussée peut-être sur le fonctionnement. Là, c'était un presbytère qui faisait 9 mètres par 10, avec des murs pas droits. Je pense que le dessin à main levée même était suffisant pour communiquer les idées. D'ailleurs, j'ai montré des dessins là. Par exemple, là, c'est l'escalier quand il fallait réfléchir à cet escalier neuf. Euh, voilà, fallait juste connaître quelques dimensions et après, bon, forcément, il a été refait par qui est-ce qui nous a fourni l'escalier? Je sais plus. SKO, il me semble. C'est du classique, je dirais pas entrée de gamme, mais parce que là, on était quand même sur du chêne massif, mais c'est peut-être l'entrée de gamme du chêne massif. Euh, et l'escalier sur mesure déjà, mais en gros, voilà. Le dessin, c'est quand même le meilleur outil pour communiquer rapidement ses idées et pour leur donner vie. C'est un peu cucu, mais. Et trouver vos cuisines sur le bon coin, finalement, c'est tout à fait faisable. Donc, je reviens un peu sur la méthode. J'ai utilisé Cozy Casa, qui est un site, qui est ouais, un logiciel 3D en ligne qui a été développé par Leroy Merlin, il me semble. Donc, il y a tout un tas il y a une bibliothèque. Moi, je suis pas une adepte de Revit parce que je trouve que les blocs c'est trop contraignant. Et là, c'est encore pire, c'est les blocs, c'est les produits de Leroy Merlin. Donc, c'est comme si on faisait notre plan et qu'après on était obligé d'acheter tout en neuf sur Leroy Merlin parce qu'on avait, c'est compliqué d'imaginer autre chose une fois qu'on a tous les mobiliers. Mais moi, ça m'a surtout servi à mettre ces blocs. Alors, en fait, voilà, les cuisines, c'est toujours la même chose. Et j'ai fait après un plan pour l'électricien pour savoir où est-ce qu'il devait mettre ses prises. Euh, c'est aussi simple que ça. Je pense que le, ouais, le logiciel là a été pas mal pour jouer avec les blocs en fonction des cuisines que je trouvais sur le bon coin. Et après, une fois que je connais toutes les dimensions, bon, le bon coin aussi, il y a le temps de négocier et le temps de discuter avec la personne en face qui est à prendre en compte forcément. Les aléas de ah bah finalement quelqu'un l'a acheté avant vous. Le Oui, parce que ça je l'ai pas dit à chaque fois, mais quand il fallait aller chercher cette cuisine par exemple à Chatou, on y allait en camion de chevaux parce que c'est ma cousine qui fait du CSO, du saut d'obstacle, donc elle m'a prêté son camion et et je suis allée chercher la cuisine, chercher le poêle aussi vers Chantilly. Les carreaux de ciment, c'était avec la Golf familiale pour aller jusqu'à Bagneux avec une tonne de ciment dans le coffre. Voilà, euh, faut être équipé quand même. euh, ou alors demander à l'entreprise travaux de le faire. Peut-être que dans une autre vie, enfin dans un autre scénario, on pourrait demander à l'entreprise de faire la fourniture et donc d'aller chercher comme il l'aurait fait en allant chez Point P, en fait, d'aller chercher les matériaux. Mais malheureusement, ça se fait pas encore aussi facilement. Sur ce, je pense que je vais repasser à quelques questions. Euh, Ah oui, qu'est-ce que j'appelle le traitement architectural? Ouais. Euh, les questions, ah oui, elles sont résolues, ok. Le réemploi pose-t-il des questions sur l'assurabilité? Oui, je vois ça quotidiennement aujourd'hui, maintenant que je fais du réemploi de manière un peu plus structurée et à une autre échelle, forcément, la question de l'assurabilité revient souvent. Il faut simplement vraiment suivre un protocole qui sera établi à chaque phase de la conception et faire des allers-retours entre notre bureau de contrôle. Enfin, là, je parle au quotidien comment je le ferai. Bureau de contrôle, le bureau d'études concerné et ensuite l'assurance du projet. Peut-être avoir une assurance pour chaque lot de matériaux concernés. Là, dans le cadre de ce presbytère, c'est
bah, s'il y a un PET, c'est le client qui en porte la responsabilité. C'est un peu un accord tacite qui fait que on va on va peut-être, enfin voilà, qui il se dit ça arrive, et en plus parfois les accidents, non quand même pas, mais les désordres sont souvent causés par une mauvaise euh, mise en œuvre plutôt que par le matériau lui-même. Je sais pas ce qui pourrait arriver, peut-être que la porte d'entrée que j'ai achetée sera pas très étanche, mais voilà, après on va faire des réparations forcément. Il n'y a pas de réemploi structurel, il y a juste du réemploi qui pourrait peut-être compromettre l'étanchéité, mais bon, c'est un de nos locataires qui est dedans qui va nous signaler tout de suite s'il y a un problème, je pense. Pourcentage d'honoraires archi. Euh, compliqué à compliqué à évaluer parce que c'était pas un pourcentage, je crois que c'était un arrangement. Euh, oui, c'était un salaire mensuel. En fait, j'étais payée par la SCI. Oui, c'est ça. J'étais payée par la SCI qui était propriétaire du. En fait, j'étais comme un AMO, euh, à la fois un architecte. Je ne sais pas si ce statut existerait dans les projets un peu plus conventionnels, mais c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Pour le sujet des bilans, certains produits sont très bien notés car considérés comme, pardon, ça a bougé, résidus de pétrole qui ne seraient pas utilisés sinon. C'est discutable. En effet, ouais. C'est le constat que je fais aussi, c'est que il y a, oui, c'est juste une histoire de terminologie. Parfois, il y a des produits qui s'en sortent très bien parce que terminologie, parce que ça rentre comme de l'économie circulaire ou alors ça rentre comme du recyclage, mais c'est pas toujours si, si simple à arbitrer. Après, je pense qu'il faut commencer quelque part, donc c'est bien de, c'est bien de rester critique aussi. Il n'y a que 2 DPE, aucun audit énergétique ni étude thermique. Il n'y a pas eu d'étude thermique, juste un DPE avec un classement et quelques conseils sur les travaux qu'il faudrait faire pour améliorer sa note. Est-ce qu'il y a eu un audit énergétique? Je crois pas en plus. Ah, je crois que ça se répond. Avait eu des aides financières type CE ou autre? Non. Tout a été financé par mon maître d'ouvrage. Oui, non, même pas ma prime Rénov. Même pas une prime. Pourquoi finalement? Parce que ça a engendré. On avait pensé à une pompe à chaleur, mais on était en périmètre inscrit. Je crois que c'est ça. En fait, ça a engendré une suite d'événements qui faisaient que c'était défavorable à avoir cette aide. Euh, il aurait fallu. En plus, on voulait garder notre chaudière gaz. Euh, non, c'était pas l'idéal. On aurait pu faire une isolation, mais c'était que l'isolation des combles perdus. Mais vu qu'on voulait faire des combles habitables, ça rentrait pas dans les critères. Enfin, bref, on rentrait pas trop dans les critères, donc on a abandonné. Euh, c'est un double seuil conso et carbone. L'étiquette finale ici peut donner l'impact carbone de la source d'énergie. Oui, c'est peut-être la chaudière gaz. Oui, c'est peut-être ça, parce que les occupants vont continuer à se chauffer au gaz. Euh, peut-être un peu avec le poêle à bois, mais en effet, c'est peut-être ça qui a pesé dans la balance. Après, la chaudière, enfin le gaz, peut-être aussi on fera des économies d'argent, c'est sûr. Pas d'études thermiques réglementaires. Si dépôt PC avant 1948, surface de moins de 1000. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Euh,
Non, l'architecte n'est pas payé pour fournir et aller chercher. Voilà, je pense que le temps que j'ai passé serait pas soutenable pour un architecte qui est à son compte et qui a son agence et qui essaie de se rémunérer, enfin qui se rémunère sur ses projets. Voilà, j'avais un projet sur lequel me concentrer. J'étais logée sur place et nourrie, donc forcément il y avait, c'est pas du tout les mêmes conditions et j'en suis totalement consciente. Peut-être que ça veut dire qu'on a encore trop de mal à faire du réemploi en tant qu'architecte. Est-ce qu'il faudrait pas automatiquement faire appel à un bureau d'études réemploi ou à un AMO réemploi pour prendre le temps de faire toutes ces recherches et intégrer les matériaux dès la conception? Je pense qu'il y a besoin de faire un tandem. Voilà, je connais des architectes qui font ça, qui essaient de faire du réemploi au quotidien. Très peu. Oui, il y en a très peu enfin, qui me disent que c'est faisable, que ça, enfin, ouais, ça prend beaucoup de temps en effet. Là maintenant, je suis dans le rôle de la personne qui fait gagner du temps aux architectes, donc je me rends pas trop compte, mais c'est vrai que euh, le temps, le fait d'aller chercher aussi les matériaux, c'est pas, c'est pas le job de l'architecte. Le fait d'aller un peu en urgence chez le roi Merlin pour chercher un siphon, euh, non, c'est sûr que on le ferait pour soi parce que là, c'était comme si je faisais le projet pour moi, presque comme si j'allais y habiter, mais un peu comme si c'était en autoconception, autoconstruction, pas du tout, mais euh, c'est vrai que j'ai mis enfin, j'étais pas dans une logique de, euh, de rentabilité du temps ni forcément de l'argent. Donc bon, il y a quand même quelques peut-être bonnes leçons à tirer, mais la principale c'est que euh, c'est un projet assez hors du commun, on va dire, qui est pas forcément scalable, enfin généralisable. Euh, Et oui, j'encourage à faire un maximum d'audits, même structurels, la faune, la flore, faire un maximum de diagnostics dans la limite de ses moyens, parce que ça permet de connaître beaucoup mieux euh, le bâti et après de moins se poser de questions quand il faut prendre une décision, enfin, et surtout de donner un sens à tout ce qu'on fait. Donc oui, faire un maximum de diagnostics, c'est tout à fait préconisé. Euh, on peut pas que faire ça de manière empirique avec l'expérience. Même si on l'a un peu fait, par exemple, quand on a rebouché la trémie de l'ancien escalier, bah, on a un peu surchargé, enfin on a un peu surchargé, je veux dire, en poutre pour que ça puisse porter une baignoire en fonte avec 100 litres d'eau et 100 kilos de chair humaine dans, euh, dans une baignoire. Après, il y a aussi un IPN. Bon, après, des petites notions en structure et en ingénierie de la construction métallique. Mais donc, j'ai pu dimensionner cet IPN, mais après, l'entreprise a rajouté 5 centimètres pour être sûr. Mais oui, il faut faire un maximum d'audits ou d'études, c'est sûr. Euh, alors, le fermacell, est-ce qu'il est imputrescible? J'ai fait le test, je l'ai mis à l'extérieur. J'ai pris une chute que j'ai laissée dehors et il y a eu beaucoup de champignons, noirs, verts, blancs, qui se sont développés sur le fermacell. Je pense que je pense qu'il peut pourrir s'il est vraiment surchargé en eau, parce que là, bon, vraiment, là, c'était un peu abusé les doses, mais ouais, en effet, il y a eu des choses. Je sais pas si c'est des champignons, des algues euh, ou autre, mais ouais, il y avait des choses qui commençaient à apparaître dessus.
je me suis dit que et aussi il devenait, super friable, donc il est pas biodégradable puisque, il y a du plâtre et le plâtre en se dégradant, est un polluant. Mais, je pense qu'avec les fibres, ça doit donner un peu à manger à des à des choses. Donc, il est pas totalement, inerte, ça c'est les propriétés de ce matériau. Heu, il peut pourrir s'il est exposé à une très forte humidité. Je peux en témoigner. Mais dans une maison, je sais pas, après ça dépend de l'humidité. Est-ce que j'interviens en tant qu'employé ou indépendant? Quid de l'assurance pour nous? Oui, donc j'étais employée par la société immobilière, propriétaire de la maison, donc j'étais couverte par son assurance. Ma prime rénov', il exemple pour les résidences principales. Ah, bah voilà, j'ai ma OK. Hem, OK, oui, donc oui, il aurait fallu faire une pirouette administrative, non, c'est sûrement pour ça. Heu pas de garantie dommage ouvrage, mais oui, la question est intéressante. Je me la pose, dans mon dans mon nouveau, heu, dans mon nouveau métier. Là, c'était plutôt un accord, sur le principe, hem et une assurance, classique. Ouais, les artisans, je pense qu'on peut parler en leur nom. Je pense qu'ils auraient pas et même à d'autres échelles, en fait, le réemploi est pas forcément, pas forcément le travail de l'artisan parce que, lui, il sait faire, il sait mettre en place, il sait mettre en œuvre, il a l'expérience. Il a la science des matériaux aussi, mais des matériaux qu'on lui donne, on va dire, enfin des matériaux que l'architecte aura choisis pour lui. Donc non. Après, il faut pas tout le temps aussi se rejeter la responsabilité de qui doit trouver les matériaux, mais ouais. Euh, c'est un débat très intéressant. Euh, oui, derrière une grille de ventilation, ouais. Pompe à chaleur, oui, ça aurait pu être possible. Mais là, l'intention, c'était surtout de garder cette pompe. Bon, je réponds à la question. Une unité extérieure d'une pompe à chaleur peut être masquée en l'intégrant dans la dépendance et derrière une grille de ventilation, préfère un réseau de chauffage enterré entre la dépendance et la maison. On y avait pensé et oui, c'était plus simple. Je pense aussi même que hum, en termes de dimensionnement, il aurait peut-être fallu deux pompes à chaleur. Je sais pas vraiment, mais j'ai décidé de garder la chaudière parce qu'elle était pas ancienne et que euh, ouais, c'était surtout pour une question plus pratique. Mais tout est possible. Je prends tous les avis. Les artisans intègrent des éléments de réemploi s'ils sont guidés et si la méthode ne leur prend pas trop de temps. Oui, j'en ai fait le constat. Euh, voilà. Ouh, une grosse question. Bien sûr, difficilement viable pour un archi-libéral et son client lambda, quoique les prestataires entre archi autre qu'archi pourraient être trouvés à être rémunérés d'une façon ou d'une autre, moins. Ah oui, dont le logis est couvert. Et pourquoi serait-il plus opportun de rémunérer un bureau d'études plutôt qu'un archi pour les recherches en réemploi? Mais quelle riche expérience que de mettre ainsi les mains dans le cambouis. Bémol pour l'assurance maître d'ouvrage. J'ai fait la conception et la réalisation et donc, pour être recherché, il faut déclarer la mission à la MAF. Ok. Euh,
J'aimerais bien en savoir un peu plus. J'essaierai de vous contacter, je pense, après pour avoir votre retour, Anne. Euh, mais oui, le sujet est, le sujet est là. Il y a un sujet assurance. Euh, oui. Là, c'était un peu, enfin, vous l'avez compris, du coup, c'était un peu un contexte un peu exceptionnel, mais en effet, pour l'avenir, faut se poser cette question. Merci. Est-ce que j'ai répondu à tout? Absolument, Louise. Tu as répondu à tout et je te mettrai en contact avec Anne Vézard, dont on a évidemment le mail. Mm. Ok. Je mets voilà la dernière slide avec mon contact si vous avez n'importe quelle question. Euh, et n'hésitez pas, c'est mon contact pro. Maintenant, je suis dans ce bureau d'études réemploi qui s'appelle Extra Life, qui, euh, qui fait de l'intégration de matériaux depuis le diag PEMD jusqu'à la livraison du chantier. Donc cette expérience un peu à échelle réduite, enfin l'expérience du presbytère, c'était super pour voir comment on fait et voilà, c'est ça, mettre les mains dans le cambouis. Euh, et, et finalement, ça me sert un peu tous les jours parce que en fait, avec le réemploi, on en apprend tous les jours, ça grandit en permanence et ça et aussi pour les matériaux biosourcés, en fait, ça soulève beaucoup d'autres questions et des nouvelles manières de faire qui sont en constante évolution. Donc, c'est bien. Il y a une révolution culturelle qui est en train de se mettre en place et c'est très agréable d'en faire partie et c'est très motivant. Et du coup, merci beaucoup pour toutes vos questions parce que je pense que le ça crée de l'émulsion et ça crée des discussions qui sont vraiment très intéressantes. Mm. Un grand merci, Louise, hein, d'autant plus que bon, tu as donné à voir ton activité réalisée bah, au moment où effectivement tu as réalisé le presbytère, où tu l'as réhabilité, avec les moyens du bord, bien évidemment, et tu as donné à voir toute ton activité, tes doutes, tes choix, tes stratégies au regard d'un contexte qui était particulier. Et j'ai pris énormément de plaisir à t'écouter. Enfin, à Très très touchant. vite, Louise, dans le cadre de d'autres projets. Je te remercie à nouveau grandement. Mm. À bientôt, Gaëlle. À Merci. Bonne bientôt. soirée. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.